Cette nouvelle session parlementaire s'annonce unique alors que la pandémie de coronavirus continue de chambouler presque toutes les habitudes à Ottawa. À preuve, deux chefs de parti, le conservateur Erin O'Toole et le bloquiste Yves-François Blanchette, se trouvent en isolement après avoir contracté la COVID-19. Les parlementaires, quant à eux, vont siéger selon une formule hybride. Certains le feront à distance, d'autres seront ici en personne à Ottawa. Alors, j'analyse cette rentrée qui sera tout sauf normale avec nos universitaires Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Alors, bonjour à vous deux. Un mot pour vous dire que je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. Merci d'être avec nous encore cette année. Bonjour. Bonjour, merci. Je vais commencer avec Geneviève. Jusqu'à quel point, Geneviève, elle s'annonce inédite, cette rentrée parlementaire à Ottawa cette semaine, selon vous? Ah oui, totalement inédite. On ne sait vraiment pas quels vont être les sujets qui vont dominer les échanges, puis on ne sait pas parce qu'on ne sait pas comment le virus, la COVID va progresser. On ne connaît pas les intentions des partis politiques pour l'instant. On va le savoir un peu plus après le discours du trône. On ne sait pas non plus comment le vote va se dérouler. Alors, c'est tout sauf le connu. Là, on est vraiment en territoire inconnu, ce qui va être très intéressant aussi. Mais en même temps, beaucoup de questions qui restent, qu'on se pose en ce moment, là, à savoir où on s'en va. Oui, il faut dire aussi que la dernière fois qu'on a eu à composer au Canada avec une pandémie et autant d'incertitudes économiques, c'était en 1917 lors de l'épidémie de grippe espagnole. Daniel, donc on peut dire que le contexte, évidemment, est exceptionnel. Comment décriveriez-vous la nouvelle dynamique qui s'installe à Ottawa cette semaine? Ben écoutez, bon, on a un nouveau chef déjà du parti conservateur, ce qui est quand même important. Bon, là, il y a la COVID. Alors, il sera évidemment pas là en personne durant la lecture du discours du trône. Mais certainement, ça va peut-être changer la dynamique. En tout cas, c'est un changement significatif. On a aussi, je pense, une progression si on regarde les chiffres pour ce qui est de la COVID, ça empire. Dans certaines provinces comme le Québec et l'Ontario, la situation se dégrade. Alors là, ça exacerbe l'incertitude qu'on connaît déjà, dont Geneviève a parlé. Et je pense que ça pourrait encore changer même au cours des prochains jours avant même le discours lui-même. Et ça s'ajoute à l'incertitude qui provient de la nature d'un Parlement minoritaire, d'un gouvernement minoritaire. Donc, vous ajoutez des couches d'incertitude. Il y a l'incertitude COVID, une pandémie extraordinaire avec le ralentissement économique lié à la pandémie. On a une situation de gouvernement minoritaire. Et là, on a aussi un nouveau chef du Parti conservateur au niveau fédéral. Donc, on va voir comment il va se débrouiller, comment il va commencer son travail à la Chambre des communes en tant que chef du Parti conservateur. Donc, ça va être très excitant comme rentrée parlementaire parce qu'il y a beaucoup de choses, évidemment, sur l'agenda, sur le plan législatif, sur le plan des politiques d'urgence, mais aussi d'enjeux à long terme concernant le financement de la santé ou l'environnement. Donc, il faut s'attendre à vraiment une session exceptionnelle. Oui, pour revenir au discours du trône comme tel de ce mercredi, Geneviève, on s'attend évidemment à un exercice d'équilibre entre COVID et relance économique dans un contexte de déficit record au Canada, il faut le dire, c'est plus de 300 milliards de dollars. C'est historique. Jusqu'à quel point c'est un immense exercice d'équilibre pour le gouvernement de Justin Trudeau? C'est un immense exercice et en plus, c'est un exercice changeant. Puis Daniel l'a mentionné tantôt un peu, ça évolue, je vous dirais, de jour en jour. Alors, il y a 3 semaines, quand on parlait du discours du trône, on disait le gouvernement va nous présenter ses grandes orientations pour les prochaines années. On va parler d'environnement. Il y a à peu près une semaine ou deux, on disait non, on va plus mettre l'accent sur l'économie, puis peut-être changer les programmes existants comme l'assurance-emploi. Puis maintenant, depuis ces derniers jours, on parle juste de comment on va faire face à la crise. Alors, il y a des entreprises qui vont peut-être fermer leurs portes. Je dis peut-être, mais ça va être sûrement fermer leurs portes. Des gens qui vont perdre ou reperdre leur emploi. Et donc, comment est-ce qu'on répond à ces demandes-là? En plus, il y a un autre joueur qui s'est manifesté, qui normalement n'est pas là lors du discours du trône, ce sont les provinces. Alors, les provinces aussi sont très, très, très actives et demandent des comptes de la part du gouvernement, veulent de l'argent. Et ça vient amplifier le débat, la complexité. Alors, je pense que
Oui, je pense qu'en général, le discours du trône, ce qu'on va regarder, nous, cette semaine, j'ai l'impression, c'est comment est-ce qu'on rassure tout le monde dans ça. Alors, il y a beaucoup de gens à rassurer, puis qu'est-ce que le gouvernement fédéral peut faire pour rassurer le plus grand nombre possible de monde. Daniel, Geneviève vient de parler des demandes des provinces, entre autres 28 milliards de plus en paiement de transfert annuellement. C'est quand même un gros morceau. Est-ce qu'il y a des incontournables, selon vous, dans ce discours du trône? Oui, je pense que la santé, justement, c'est un incontournable, pas seulement en raison des demandes des provinces. Les provinces demandent toujours plus d'argent, mais je pense que la COVID, c'est quand même un enjeu de santé publique qui affecte le système de santé. On a non seulement le financement de la santé en général, mais la question des soins de longue durée pour les personnes âgées. On a vu beaucoup de gens qui sont décédés dans les CHSLD et d'autres institutions de ce genre là, à travers le pays. Donc, on est dans une situation vraiment où on découvre, ou en tout cas, ça nous rappelle des problèmes importants. Donc, santé, ça c'est majeur. Toute la question de l'emploi, évidemment, aussi. L'assurance-emploi, on a déjà annoncé des mesures temporaires, mais est-ce qu'on va essayer d'en faire davantage? Donc, emploi et santé, je dirais que c'est les deux enjeux les plus importants. Maintenant, quant au vote sur le discours du trône, Geneviève, il n'y a pas beaucoup de gens pour penser que le gouvernement va tomber au terme de ce discours-là. Personne ne pense qu'on va aller en élection cet automne. Est-ce que c'est la lecture que vous faites également? Oui, c'est la lecture que je fais. Alors, je m'attends à ce que les conservateurs votent contre. Je serais très surprise qu'ils ne votent pas contre. C'est leur devoir. Alors, ils sont à l'opposition officielle et ils ne sont pas pour dire tout va bien. Alors, oui, ils vont voter contre. Alors, on veut savoir quel est le parti autre, le Bloc québécois, le NPD, qui vont appuyer le discours du gouvernement. Personnellement, je pencherais peut-être plus sur le Bloc parce que si on parle de santé puis de soins de longue durée, c'est des revendications du Québec. Donc, le Bloc pourrait dire oui, ça a répondu au minimum et ça se fera. Je pense que le NPD est gourmand. J'ai pas l'impression que le NPD va aller en élection, par contre, mais la liste de demandes en temps de pandémie, où déjà les finances publiques vont assez mal et que le parti veut un programme ambitieux, dépense l'assurance médicaments, l'environnement, enfin plein d'autres choses, les logements sociaux. Ça, c'est un peu moins sûr comment le NPD va voter. Peut-être qu'ils vont décider de s'abstenir aussi. Mais oui, effectivement, on n'ira pas en élection. Je serais très surprise que ça déclenche les élections, ce discours-là. Est-ce que c'est la même lecture que vous faites, Daniel? Oui, je pense que les élections, on en parle de moins en moins, en partie à cause de la situation sur le terrain avec la COVID. Il va y avoir des élections aussi en Saskatchewan le 26 octobre. Et là, on parle aussi d'une possibilité d'élection en Colombie-Britannique. Et donc, ça aussi, ça affecte les différents calculs politiques des partis. Je suis d'accord avec Geneviève concernant le Bloc et le NPD. Probablement un ou l'autre vont probablement décider de soutenir le gouvernement, à moins que tous les partis d'opposition s'abstiennent. Et là, il y a seulement les libéraux qui vont voter pour. Ça serait une situation un peu cocasse. Mais on ne sait jamais parce que l'année 2020 est tellement extraordinaire que tout peut se produire. Bon, j'aimerais revenir maintenant sur les dernières semaines, les derniers mois. Ça a été particulièrement intense, c'est le moins qu'on puisse dire, pour le gouvernement Trudeau, qui a eu d'abord à gérer la crise de la COVID-19 et ensuite adopter des plans d'aide, des mesures d'aide pour les Canadiens en toute urgence. Par la suite, Justin Trudeau, quand même, a été placé sur la défensive au cours de l'été à cause de l'affaire We Charity. Geneviève, jusqu'à quel point Justin Trudeau entre dans cette nouvelle session affaibli? Oui, il entre affaibli. Autant Justin Trudeau, en 2015, était le sauveur du Parti libéral, autant j'ai l'impression que maintenant, Justin Trudeau est plus un poids pour le Parti libéral. Maintenant, il a pris des bonnes décisions, je parle politiquement en parlant, là, il a pris des bonnes décisions ces derniers temps. Je pense que la nomination de Chrystia Freeland comme ministre des Finances, ça l'a atténué beaucoup de critiques. Donc, Bill Morneau est parti, nouveau ministre des Finances. Ça aussi, on va attendre ça avec attention cette semaine dans le discours du trône, voir un peu la main de Mme Freeland, puis la mainmise la politique économique. Mais effectivement, M. Trudeau, ce qu'il sauve en ce moment, c'est que c'est la crise qui repart. Alors, encore là, en période de crise, on se resserre les coudes, puis on dit on va mettre la politique de côté, puis on va aller au plus pressé. Mais ça n'a pas été un bon été, alors que les libéraux surfaient avec des très hauts taux de popularité juste avant. Mais l'affaire We Charity, et soyez assurés qu'on va en reparler en Chambre cette semaine et l'opposition va revenir sur cette question-là. Oui, ça risque de dominer encore les discussions. Daniel, on se rappelle qu'à la dernière élection, en 2019, les conservateurs avaient remporté le vote populaire. Évidemment, ils ont maintenant un nouveau chef, Erin O'Toole, qui a été élu au cours du mois d'août.
quel va être l'impact de l'arrivée de M. O'Toole sur les conservateurs? Est-ce que ça pourrait donner un regain aux conservateurs, aux troupes conservatrices? Oui, je pense que le parti est uni derrière le nouveau chef. C'est quand même quelqu'un qui a aussi du soutien à travers le pays. Il y a eu pas mal de soutien en Alberta. Jason Kenney l'a soutenu durant la campagne, mais aussi au Québec. Donc, c'est quelqu'un, je pense, qui est dans une bonne position, certainement meilleur qu'Andrew Scheer. Mais les défis à relever sur le plan électoral sont énormes au Québec, dans les provinces de l'Atlantique, et vraiment essayer surtout de remporter la prochaine élection, remporter plus de sièges dans la grande région de Toronto. Ça, c'est vital pour les conservateurs. Et aussi plus de sièges au Québec et peut-être dans les provinces de l'Atlantique. Je pense que Erin O'Toole est dans une meilleure position de faire ça que l'était Andrew Scheer, mais ça reste quand même très difficile. Et il y a l'incertitude énorme qui plane concernant la COVID. Et déjà, Erin O'Toole a changé une politique quand même du parti concernant l'équilibre budgétaire, a dit que s'il devenait premier ministre, ça prendrait peut-être jusqu'à 10 ans avant qu'il équilibre le budget. Donc, il s'est adapté un peu au nouveau climat post-COVID, où équilibrer le budget à tout prix n'est pas une priorité maintenant pour aucun des grands partis fédéraux. Il reste moins d'une minute, donc vous avez 30 secondes chacun. Je veux savoir, sur le discours du trône, évidemment, on s'attend à une panoplie de mesures, relance économique, transfert en santé, réforme de l'assurance-emploi, logement social, de l'aide aux aînés, des places en garderie, davantage. Geneviève, rapidement, qu'est-ce que vous allez surveiller en particulier mercredi, en quelques secondes? L'aide économique, c'est surtout le rôle du gouvernement fédéral. Oui, pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises. Les entreprises sont très inquiètes. Alors, on fait quoi, par exemple, avec Air Canada, le secteur de l'aéronautique? Qu'est-ce qu'on fait un peu à plus long terme? Alors, beaucoup d'entreprises vont être en difficulté, puis je vais regarder un peu s'il y a des mesures spécifiquement pour le monde des affaires. Daniel, en 20 secondes, qu'est-ce que vous allez surveiller mercredi? La santé, qu'est-ce qu'on va dire au sujet de l'assurance médicaments, surtout des soins à longue durée et du financement de la santé pour les provinces? Ça va être vague parce qu'un discours du trône, c'est toujours vague. Il n'y a pas de chiffres normalement ou de chiffres très spécifiques. Mais je m'attends à ce qu'on en dise pas mal sur la santé. Je veux voir ce qu'on va dire exactement. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. On vous retrouvera donc à chaque lundi au cours de cette session parlementaire. Merci. Merci. Bye-bye, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.